Est-ce que si on dit que, en fait, c'est très important ce que vous dites là, quand vous résumez le signal prix et surtout son effet sur l'innovation, c'est ça qu'on recherche, un effet, un signal clair. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous seriez d'accord tous les deux sur le fait que n'importe si c'est une taxe ou un marché de quotas, ce qui est important, c'est qu'il y ait un prix, un signal prix qui émerge. Donc, finalement, c'est un peu un faux débat, taxe versus quota. L'important, c'est un signal prix. On aura un signal prix avec l'un des deux instruments économiques. Oui, mais si vous suivez ce que j'ai dit, c'est pas équivalent. Le problème, c'est le prix total du carbone. Le prix total du carbone, il est égal à la taxe carbone, lorsque vous avez une taxe, plus le prix des combustibles carbonés. Si le prix des combustibles carbonés baisse, la somme taxe carbone plus prix des combustibles carbonés n'est pas sous contrôle. Si vous avez une politique de quantité, il y a un prix qui émerge. La quantité totale que l'on va mettre sur le marché est sous contrôle. Donc du point de vue de l'innovation, la taxe carbone peut conduire à des prix plus faibles que ce qui serait souhaitable par rapport à une politique de quantité, par rapport à une politique de quantité qui fait émerger un prix qui est nécessairement en ligne avec ce qui serait souhaitable. Mais il y a aussi des questions d'anticipation un peu plus compliquées. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites. Presque. Je suis d'accord avec ce que dit Rochda, évidemment, mais je crois que il y a d'un côté, il y a ce qui est notre profession, il y a les aspects... Ah, il est mieux, ça? Bon. Il y a plein de questions intéressantes sur les différences entre quotas et taxes. Mais du point de vue de nous sauver de l'effet de serre, le plus important, c'est que l'instrument, quoi qu'il soit appliqué à un bon niveau. C'est-à-dire que si on choisit niveau, si on choisit une taxe, il faut une grande taxe, une taxe suffisamment élevée. Si on choisit des quotas, il faut des quotas petits. Ça, du point de vue environnemental, le plus important, c'est le degré de sévérité à laquelle on applique l'instrument. Et donc, moi, je prendrais n'importe quel des deux instruments. Si, pour moi, c'est une question de faisabilité. Est-ce que je crois que le processus politique peut mener à une taxe élevée, je choisis la taxe. Et si je crois que c'est plus facile pour les politiciens de se mettre d'accord sur des règles, des quotas qui sont réduites, je choisis le deuxième. D'ailleurs, parlant du taxe, ça peut être intéressant, je vais en parler demain dans un cours au collège, il y a quelqu'un qui est intéressé, l'expérience avec la taxe carbone. Et il n'y a presque qu'un pays qui l'a essayé, c'est la Suède, d'où je viens. En France, vous le savez, qu'il y a eu bien de difficultés pour mettre en place la taxe carbone. Ça a été voté 3 fois et maintenant, en fait, ça y est. Nous avons en France une taxe carbone et maintenant c'est 14,50 €, je crois. Mais en Suède, c'est 100 €. Donc c'est 7 fois plus élevé, c'est quand même une différence assez importante. Et nous l'avons eu depuis 1991. Donc nous savons ce que ça implique. Et c'est intéressant, en fait. Ça implique qu'on brûle moins de pétrole. Nous ne chauffons plus les maisons avec charbon et pétrole. Mais à part cela, ça n'implique pas que l'économie suédoise soit écrasée. En fait, même la plupart des gens en Suède n'ont pas tellement connaissance. Cela a choqué, j'ai beaucoup discuté de cela, j'ai travaillé aux États-Unis, et toujours les questions autour de taxe carbone ont été si ça serait acceptable.
Et là, on parlait de $10 le tonne, que ce ne serait pas acceptable. Bon, en Suède, on a $150. Et la plupart des gens ne savent pas, ils s'en foutent. C'est simple. Juste un mot pour dire, je maintiens que si j'étais dictateur du monde, je choisirais le marché de permis. Maintenant, et plutôt que la taxe pour les raisons que j'ai expliquées, mais on peut pas être d'accord. Mais maintenant, il faut bien voir, c'est un problème compliqué. Par exemple, moi, en défendant le marché de permis, je pense qu'il devrait être complété par des taxes au niveau national ou régional, et j'ai toujours été totalement partisan d'une taxe carbone en Europe. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle il n'y a pas de taxe carbone en Europe, c'est parce que pour prendre cette mesure, il faut l'unanimité, alors qu'on peut créer un marché à la majorité. C'est-à-dire c'est pour une raison d'incompréhension par les juristes d'une équivalence entre marché et taxe qui est mise en exergue par les économistes. Voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur l'effet sur l'équité d'une taxe carbone? Parce que bon, nous nous retrouvons en tant qu'économistes de l'environnement, nous nous retrouvons toujours face à cet argument, surtout dans le débat en France, où le projet d'une contribution climat a été rejeté dans l'opinion publique, surtout pour son supposée régressivité. Donc, je trouve qu'il serait intéressant d'écouter votre analyse de l'impact de la taxe sur des ménages, et surtout dans les pays en voie de développement. On en parle peu, il y a des préjugés qui disent qu'on ne peut pas appliquer des instruments économiques dans les pays en voie de développement. Une taxe carbone, c'est pour les pays riches comme la Suède. Et je sais que vous, entre autres, donc Thomas, vous avez travaillé sur l'effet sur l'équité d'une taxe carbone dans les pays en voie de développement et notamment dans le secteur des transports. Donc je pense qu'il serait intéressant d'écouter un peu ce que vous avez à dire là-dessus, parce qu'on retourne toujours sur cet argument en France, la régressivité d'une taxe carbone. Tu parleras sur les pays en développement, je vais dire juste un mot sur la France. Alors d'une part, d'abord je suis très favorable à la taxe carbone. J'étais président d'un groupe du Grenelle de l'environnement qui réfléchissait sur ces questions et qui avait prôné ce qu'on appelait une contribution climat-énergie. Alors on l'avait, contribution climat-énergie, c'était ce qui s'est appelé ensuite taxe carbone. On l'avait appelé comme ça pour mettre d'accord au sein du sous-groupe les écologistes pro-nucléaires et les écologistes anti-nucléaires. C'était le seul moyen de parvenir à un accord entre les deux. Donc, et cette contribution climat-énergie s'est transformée en taxe carbone. Et elle a été votée par le Parlement, elle a été présentée par le gouvernement et rejetée par le Conseil constitutionnel, sur la base d'arguments qui ressemblent à une erreur de raisonnement vu de notre village. Voilà. Deuxièmement, une taxe carbone, alors la régressivité, c'est un des éléments de l'hostilité dans l'opinion publique à une taxe carbone. Il ne faut pas non plus l'exagérer. C'est évident que quand on fait une taxe carbone, il faut essayer de voir si on ne peut pas faire des compensations par ailleurs pour que ce soit plus Pareto meilleur. Il faut quand même bien voir qu'une taxe carbone, un des avantages, à un moment, on nous disait, les écologistes nous disaient, la taxe carbone, c'est double dividende. Puisque on remplace des mauvais impôts, on va remplacer les mauvais impôts, on raisonne à niveau fiscal donné, à prélèvement fiscal donné, on remplace des mauvais impôts par un bon impôt. Donc, on peut s'arranger pour que tout le monde y gagne. C'est moins facile que ce qu'on disait. Alors, et ça, naturellement, ce n'est vrai que s'il y a des mauvais impôts, que si l'instauration de la taxe carbone est une occasion pour faire sauter une partie de la fiscalité qui n'est pas adaptée. Voilà. Donc, et dernier point, comme tu l'as dit, sans aucune publicité, il a été rétabli en France quelque chose qui ressemble à une taxe carbone. Et pour la petite histoire, la possibilité de la rétablir était liée à une astuce que j'admire beaucoup, qui a été considérée à la créer en lui mettant d'abord un taux de 0. Et donc, ça n'a suscité absolument aucune remarque. Et ensuite, le taux est monté peu à peu. Et le cap était passé. Voilà.
Bon, c'est un sujet un peu favori pour moi parce que j'ai parlé des taxes essence des dizaines d'années et j'ai été dans beaucoup de débats en Afrique, au Mexique, un peu partout. Et souvent, les gens qui étaient en contre de moi dans ces débats, le meilleur argument, c'était que c'était pas bien pour les pauvres. Évidemment, c'est un bon argument parce que les gens gentils comme moi, nous ne voulons pas être en contre des pauvres. Et donc, ça nous fait taire un peu. Mais je soupçonnais toujours que c'était, même si c'était un bon argument du point de vue débat, le problème c'est qu'il n'est pas vrai, cet argument. Donc, j'ai commencé à faire des études systématiques et j'ai monté une équipe de gens un peu partout dans le monde. J'ai eu presque 10 pays en Afrique, plusieurs en Asie, une dizaine en Europe. Et on a étudié la question bien en fond. Et la conclusion, bref, c'est qu'aux États-Unis, la taxe essence est régressive. En Europe, c'est plus ou moins neutral. Ce n'est ni l'un ni l'autre, en général. Et dans tous les pays du monde, le reste, la plupart des pays, ce sont des pays pauvres, c'est une taxe très progressive. Et il y a toujours plein de gens étonnés, mais c'est qu'il suffit d'aller vivre un peu en Inde ou en Afrique, de savoir que ce n'est pas les gens moyens qui ont une voiture. C'est pas si compliqué, en fait. Ce sont les riches. En Chine, c'est exclusivement la décile 1 qui a des voitures. Il y en a beaucoup, en fait. La décile 1, c'est 150 millions. Mais quand même, c'est eux qui ont des voitures. La plupart des gens n'ont pas de voitures en Chine, toujours. Et donc, une taxe sur l'essence, c'est une taxe tout à fait progressive. Et si ça, donc, si on peut choisir, si on est pauvre, et si on a étudié beaucoup d'économie, ce qui n'est pas très souvent le cas, c'est donc clair que si on peut choisir, si l'État a besoin d'un certain budget, et si le choix est entre un taxe type IVA, taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur tous les produits, ou un taxe sur l'essence, c'est mieux une taxe essence pour les pauvres qu'une taxe sur tous les projets, tous les produits de consommation. Évidemment, aucune taxe paraît mieux. Mais là, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié l'économie. Évidemment, si on veut des biens publics, si on considère, on prend n'importe quel pays qui est pauvre, la Tanzanie ou le Nigeria ou l'Inde, la liste des choses que nous voulons que l'État puisse financer, comme l'éducation, les routes, l'eau, la médecine, tout ça, c'est une longue liste des choses. Il faut bien que l'État ait des finances. Donc il faut taxer quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez taxer? La plupart des gens sont pauvres, les systèmes fiscaux ne sont pas très développés, souvent ça ne marche pas très bien. Soit il y a des taxes qui sont souvent avec les effets épouvantables, les taxes sur les profits des entreprises privées étrangères. Bon, et après on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'investissement dans le pays. C'est évident que c'est des taxes qui sont pas bien pour le développement économique. Donc, une taxe essence est une taxe qui est assez simple à administrer, assez difficile. Ça mène pas à beaucoup de corruption, parce que l'essence est assez bien contrôlée de toute façon. Donc, c'est une taxe qui est simple à administrer, qui a des effets progressifs sur la distribution de revenus. C'est tout à fait une taxe idéale. Mais quand même, on a vu en Nigeria, en fait, il y avait des subventions. La moitié du budget au Nigeria est dépensé pour subventionner, pour faire meilleur marché l'essence pour les riches.
C'est tout à fait scandaleux. Mais quand le président, qui s'appelait Good Luck, c'est trop bien quand même comme histoire, quand il essaie de réduire, abolir ces subventions, il y a des émeutes. Mais les gens qui ont commencé, qui ont impulsé ces émeutes, ils ne sont pas soucieux s'ils ont bien compris les détails de l'économie. Ils ne disent pas ils disent que ce n'est pas bien pour les pauvres. Bon, c'est un argument qui n'est pas vrai, mais ils s'en fichent. C'est un bon argument. Ils veulent éviter de perdre le bénéfice de ces subventions. C'est tout simplement de l'économie politique ou de la corruption. On peut peut-être prendre une question du public sur ce deuxième volet sur les politiques climatiques, taxes, quotas, liens. Donc voilà. Bonjour, c'était juste pour savoir pour l'effet des taxes, donc elle a été rétablie en France, mais c'est juste sur l'essence, c'est bien ça? En France? Ou c'est surtout? Parce que là, vous disiez sur les taxes essence, c'est bien, mais il me semble que les coûts fixes pour un véhicule, c'est quand même, ça représente la majeure part pour les frais totaux d'un déplacement avec un véhicule particulier. Donc la taxe doit quand même monter à un niveau assez élevé pour avoir une baisse de l'utilisation du véhicule. Donc est-ce que c'est pas plus pour avoir déjà financé l'État et ensuite avoir eu un changement de comportement? Je vais répondre à ta place parce que Thomas a un transparent particulièrement spectaculaire qui indique la consommation d'essence en fonction du prix de l'essence et la différence entre les États-Unis et des pays européens comme la France. Et l'effet prix est absolument spectaculaire. On consomme beaucoup plus d'essence par kilomètre et beaucoup plus de kilomètres par voiture lorsqu'on a un prix de l'essence très faible. C'est peut-être pas mieux à répondre à votre question. Oui, en fait, c'était à propos du dernier argument que vous avez développé. En fait, vous disiez que voilà, une taxe sur l'essence dans les pays en voie de développement serait progressive. Mais en fait, dans votre analyse, est-ce que vous avez pris en compte le fait que voilà, quand même, tout l'essence qui est consommé, voilà, c'est pas vraiment un usage domestique et voilà, il y a des usages industriels et pour la production d'électricité, etc. Est-ce que voilà, votre argument prend en compte voilà, ces usages? Parce que si on prend en compte cela, voilà, c'est pas nécessaire que c'est pas si clair que voilà que ce soit strictement progressif. Donc. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a toujours beaucoup de nuances et de détails. Et donc, je dis qu'une taxe essence est tout à fait progressive. Une taxe sur la kérosène, c'est autre chose. Par exemple, une taxe sur l'électricité ou le charbon, ça dépend des circonstances des différents pays. Il y a des taxes qui sont régressives aussi. La taxe sur l'essence est progressive. Mais donc il faut bien être soigneux de ces effets et regarder. Peut-être on veut subventionner la kérosène qui est utilisée par beaucoup de gens en quantité assez limitée pour allumer ou pour cuisiner. Et ce sont des gens qui sont pauvres. Donc là, il faut prendre soin. Mais quant à l'essence et le diesel, en général, c'est des effets fortement progressifs. Même si on prend en considération, il y a d'autres complications, qu'il y a de l'essence aussi dans les transports, et on transporte aussi la nourriture. Et donc, les prix de nourriture, il faut prendre en considération les coûts de transport et tout cela. Mais cela, on l'a bien pris en considération. Bonsoir, merci pour la conférence. J'ai une question en fait sur l'équivalence qu'on met entre la taxe carbone et les quotas. Et en disant que il y a cet argument qui consiste à dire effectivement que une taxe carbone mondiale, ça permet de se concentrer sur seulement le prix et sur seulement un paramètre du problème.
Et est-ce que c'est vraiment comparable dans le sens où dans les quotas, il y a un aspect redistributif entre les pays, enfin il y a une négociation sur une redistribution entre les pays, et du coup est-ce qu'on peut vraiment comparer ça à un prix mondial du carbone? Est-ce que ça serait pas plutôt comparable à un prix plus un fonds éventuellement, un fonds vert de redistribution qui permettrait un transfert entre les pays? Et dans ce cas, on retrouve l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire un prix plus le nombre de pays et versus le nombre de quotas. Donc, est-ce que c'est pas vraiment plutôt ça, cette équivalence est-ce qu'il y a vraiment une équivalence du coup entre le prix et les quotas? Et j'avais une deuxième question, en fait, est-ce que c'est efficace de faire une taxe carbone unilatérale comme en Suède par rapport à l'objectif qu'on va atteindre, c'est-à-dire donc la lutte contre le réchauffement climatique, sachant que l'économie est ouverte? Donc est-ce que c'est vraiment efficace de faire une taxe unilatérale? Merci. Il y a une partie de la question sur la Suède qui me semble, laquelle tu me sembles avoir un avantage absolu pour répondre. Oui, mais l'idée de faire au niveau du monde une répartition de quotas et de faire un marché de quotas sur lequel émergerait un prix, ça fixe à la fois l'intensité de l'incitation à décarboniser par la valeur du prix qui fait que vous êtes incité à ne pas payer ce prix au niveau local. Et en distribuant les quotas, vous donnez, vous distribuez les coûts de la politique. C'est pour ça que c'est assez difficile. Alors que ceci puisse être lié avec l'existence d'un fonds qui permettent de faire des transferts forfaitaires à côté des quotas, parce que les quotas permettent de faire des transferts forfaitaires. Si je veux vous donner 1 euro, je vous donnerai un quota un peu plus élevé et j'abaisserai mon quota. Vous récupérez cet euro en me vendant votre quota. Mais évidemment, il y a moyen de regarder le problème distributif de d'autres manières. Actuellement, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a sur le tapis un fonds vert, mais qui ne s'inscrit pas de façon claire dans aucun des schémas qu'on a évoqués jusqu'ici, mais qui est vraiment lié à des questions de redistribution, vous avez raison, qui est une manière de toucher le problème de redistribution sous un autre angle que celui qu'on a évoqué ici. Il me semble que votre question touche sur le même sujet que nous avons discuté dans le bus, en fait. J'ai juste parlé avec Roger d'un modèle que je voulais développer pour étudier juste la question. Il me semble que, en fait, il n'y a pas une correspondance en termes de distribution entre les pays, entre une taxe et un système de quotas, ou autrement dit, ça dépend de comment on distribue les quotas. Et donc, il y a des différentes manières. Si on distribue les quotas également par tête, ça serait bien pour les pays pauvres, comme en Inde et en Afrique. Et si on les distribue comme veulent les Américains, avec une réduction de pourcentage comparée avec l'utilisation historique, c'est bien pour les États-Unis et pas pour le reste du monde. Donc, si on fait une taxe coordonnée, c'est un peu entre les deux, en fait. Et ce sont les détails que nous avons discutés un peu. Et il faudrait, une taxe coordonnée, en fait, ne va pas être aussi bien pour les pays pauvres comme une allocation de quotas par tête. Donc il faudrait peut-être, on pourrait argumenter qu'on devrait avoir des fonds supplémentaires. C'est mon avis. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais on peut bien argumenter comme ça. L'autre question sur le taxe dans un seul pays, c'est non, évidemment, c'est pas efficace, mais il faut commencer quelque part. C'est une question, c'est difficile de faire des taxes dans tous les pays à la même fois. Ça a été quand même. C'est intéressant que ça a été possible de le faire dans un pays. Et d'ailleurs, il faut dire que ça ne s'applique pas à tous les secteurs. Les secteurs qui sont les plus exposés à la concurrence, l'industrie, ne sont pas taxés.
où ils sont moins taxés, c'est compliqué. Ils font plus partie du système de quotas en Europe, donc bon, c'est compliqué. Mais c'est plutôt les secteurs résidentiels et transports et d'autres secteurs. On a eu encore une question et puis on va enchaîner avec la troisième partie. Bien sûr. Bonsoir. Donc, au-delà de la question entre un marché de quotas et une taxe carbone, parce qu'on pourrait bien obtenir un prix global soit en utilisant une taxe, soit en utilisant un cap and trade system avec un price ceiling, un plafond en français. Et donc, au-delà de ça, aujourd'hui, il y a un consensus, il me semble, parmi les théoriciens des jeux. Je pense à Weisman, Crampton, Hawkenfels. Et ils sont tous d'accord en disant qu'aujourd'hui, du point de vue des négociations, c'est plus facile de négocier un prix global. Et étant cela, vous ne pensez pas que la réponse peut être plus efficace à l'enjeu climatique, au lieu d'avoir un prix global, donc un prix global, serait d'avoir un price corridor, donc un couloir de prix, donc opérer une différenciation par pays et par secteur? Oui, je crois que on parlait du first best, on a parlé du second best, et là on est dans le third best, et on va en parler un petit peu tout à l'heure, oui. Non, mais c'est peut-être plus réaliste, il y a peut-être des directions de réflexion en ce sens qui sont susceptibles de déboucher sur des propositions plus acceptables. Là, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais c'est pas du tout a priori absurde, bien sûr. Donc si vous êtes d'accord, on va passer à la troisième partie, laisser les questions donc à la fin. La troisième partie donc, qui aborde les négociations actuelles, l'approche choisie donc, par les propositions nationales. Donc qui souhaite commencer à donner son avis là sur... Écoutez, moi j'ai lu ce matin un très bon article dans The Economist, écrit par quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle, Thomas Sterner. Il y a d'autres articles avec Thomas Sterner, mais qui parlent beaucoup de l'INDC et je pense qu'il faudrait lui demander son avis, si on parvient à l'avoir, bien entendu. C'est gentil. C'est une tentation de se rigoler avec ces mots. INDC, ça veut dire Intended Nationally Determined Contribution. Et ces quatre mots, il y a seul le mot contribution qui est bien. Les autres trois ne sont pas très bons. Comme intended, d'abord, ça veut dire que c'est juste prévu. Nationally determined, ça veut dire que chaque pays décide de soi-même. Donc c'est un peu comme si le système fiscal, c'était qu'il suffisait que je décide moi-même combien je veux payer de taxes. Et en plus, ça suffit avec une prévision. Si après, peut-être, je ne paie pas, ou je ne paie pas partiellement. Mais ça suffit que j'ai une bonne intention. C'est évidemment pas comme ça qu'on construit des biens publics. Donc, si on pense dans les termes généraux, quand même une leçon fondamentale de l'économie publique, c'est qu'il faut de la force, ou au moins une coordination pour arriver à financer des biens publics. Je paie, ou nous payons en Europe, presque la moitié de notre revenu comme taxe, et nous le faisons parce qu'on est obligé, parce que c'est plus ou moins acceptable, parce que tous les autres le paient aussi. On ne ferait pas ça volontairement, sinon. Et donc, c'est tout à fait évident que c'est un mécanisme très faible. Mais alors, c'est trop sérieux pour plaisanter. Parce qu'en fait, si on a déjà failli à Copenhague il y a 7-8 ans,
avec peut-être un projet plus ambitieux, avec un projet de faire un traité cohérent qui obligerait tous les pays. Alors maintenant, on essaie autre chose. Et je crois que je peux écouter le prix Nobel Elinor Ostrom. Elle aurait peut-être dit que non, mais pour faire des négociations compliquées, c'est quand même un bon point de départ de demander à chacun quelle est la contribution qu'ils auraient fait eux-mêmes, individuellement. C'est un bon point de départ. Donc c'est peut-être nécessaire. Ce qui est un peu effrayant, c'est qu'on aurait dû le faire il y a longtemps. Et en fait, dans notre conférence, il y a un économiste, Scott Barrett, qui suit les négociations très soigneusement. Il dit, en fait, il voulait faire une timeline de négociations. Il a fait un cercle. Et il a dit qu'en fait, en 88, dans les premières négociations sur le climat, on avait fait juste ça. On a dit, oh, bon, on va demander aux pays ce qu'ils veulent contribuer volontairement comme point de départ. Et après, à Copenhague, on a eu ce modèle plus centraliste. Et maintenant, on retourne vers... Donc, c'est pas qu'il y a... C'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de progrès du tout, mais il y a eu un progrès très lent. Et pour avoir une chance d'éviter un changement climatique de plus de 2 degrés, il faudrait commencer à réduire les émissions déjà hier. On est très, très pressé. Et donc là, on voit avec les INDC, bon, ça déclenche, ça fait un bon point de départ, oui, mais après, il faut en fait faire l'addition, il faut voir qu'avec tous ces INDC, on arrive à 4 degrés, et donc il faut recommencer une négociation pour avoir des accords, des contributions plus contraignantes. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas utile, mais il me semble que c'est un instrument faible, c'est un point de départ, et après il faut faire beaucoup plus. Oui, non, juste 2-3 mots en écho à ce qui vient d'être dit, peut-être avant de passer à qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la conférence de Paris, en admettant en faisant des hypothèses sur ces résultats. Il faut bien voir l'histoire du cercle. C'est qu'on était d'abord monté. Hein. C'est-à-dire quand on est passé à Kyoto, il y avait un plan extrêmement ambitieux, intellectuellement exigeant, bien pensé, etc. Et on était dans une approche qu'on appelait top-down, c'est-à-dire en se mettant, point de vue que je caricaturais comme étant celui du dictateur mondial, quoi. On était top-down. Maintenant, après Copenhague, il y a eu un recul de l'ambition et on a dit maintenant on va se mettre dans bottom-up, hein, du bas vers le haut. Et on est dans une approche bottom-up avec l'INDC où on demande à chacun ce qu'il veut mettre sur la table. Donc chacun apporte son cadeau. On n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit un cadeau parce qu'il n'y a pas de garantie qu'il le donnera vraiment. Mais, et ça s'appelle, évidemment, c'est pas très satisfaisant. Ça s'appelait dans ma jeunesse, dans les ouvrages de microéconomie, un équilibre de contribution. Et on disait en sous-titre que c'était extrêmement inefficace. Mais c'était il y a 30 ans, bien sûr. Hein, donc, toujours est-il que ce qui vient de se passer, on peut le voir comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est pas rien, puisqu'il y a quand même 150 pays qui ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. Et c'est relativement nouveau, ça c'est 50 pays qui ont mis un pied dans l'étrier d'une certaine manière. Hein. C'est peu par rapport aux besoins que l'on a pour maintenir la température sur ce globe à plus de degrés par rapport à la température pré-industrielle ou au début de l'industriel. Alors comment il faut le voir? C'est peu parce que
c'est pas incompatible avec les 2 degrés. Si en 2030, on passe en 5 ans des émissions qui seront plus fortes qu'elles le sont maintenant à 0 dans les 5 ans qui viennent, on arrivera à tenir les 2 degrés. Mais sinon, c'est relativement douteux. Donc, on ne sait pas comment le voir. Alors, la question, il faut espérer que ça se passera du mieux qu'il faut à Paris. Et que ces engagements auront un petit côté vrai engagement, d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas gagné d'avance. Je voulais vous demander, là, sur... un des problèmes du protocole de Kyoto, c'était qu'il manquait ce qu'on appelle en anglais monitoring and enforcement. Il n'y avait pas vraiment de pénalités pour les pays qui n'obtenaient pas leurs engagements. Donc, est-ce que vous voyez des progrès sur cette question importante d'incitation pour une adhérence volontaire aux objectifs annoncés dans les négociations actuelles? Parce que je ne vois pas trop, mais on est toujours dans le même manque de réelle incitation d'adhérer aux objectifs. Oui, si on est optimiste sur Paris, c'est une des choses qu'on pourrait espérer, qu'il y aura des engagements vérifiables. Mais je ne crois pas qu'on en est là. Hein. Je n'ai pas suivi les derniers développements. Mais... C'est même étrange que partiellement, c'est les mêmes gens qui ont critiqué Kyoto en disant qu'il n'y avait pas suffisamment de mécanismes de vérification et contrôle, qui maintenant lancent les INDC qui sont intended. Mais là, pour être généreux, je crois qu'il faut entendre que c'est pensé comme un premier pas et que c'est donc un jeu à plusieurs pas et qu'il y aura après des nouvelles négociations où on voit que les INDC ne sont pas suffisants, qu'il faut quelque chose de plus contraignant, que peut-être maintenant, avec les INDC, c'est peut-être le moment où on lance les institutions de vérification. Et après, quand on aura des accords plus contraignants, on a déjà je sais pas, il y a une possibilité. Parfois, on peut se demander si, à la fin de tout ça, on va être sauvé ou non, s'il y aura un accord. Et il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est qu'on nomme Roger Henry comme dictateur du monde et qu'il sauve le climat et d'une façon juste et généreuse. Il y a aussi la possibilité qu'on fait rien et qu'on aura un changement climatique très sévère. Mais il y a plein d'autres possibilités. Peut-être on sera sauvé des grands changements climatiques, mais d'une manière qui n'est pas tout à fait gentille. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la possibilité, par exemple, que les États-Unis se rendent compte que c'est dans leur intérêt d'éviter le pire des changements climatiques, que la Chine soit d'accord, que les États-Unis et la Chine s'unissent à un projet, probablement l'Union européenne, qui n'est pas aussi grande comme nous le croyons, se met aussi. Donc il y a 3 grandes forces. Et qui sera après en contre? C'est un peu le club ou la coalition of the willing. Et on obligera tout simplement le reste du monde à participer. Et un jour, ça sera interdit de brûler du charbon. Oui, je juste rebondir, puisque c'est... Il y a plusieurs directions d'ouverture. L'une, c'est de former un club des pays vertueux. Et naturellement, le problème de ces pays vertueux, c'est qu'ils auront des problèmes de compétitivité. Alors, pour résoudre les problèmes de compétitivité, il y avait 2 idées. L'un, c'est l'ajustement aux frontières. Aux frontières du club, on vient taxer tous les contenus en carbone des biens importés. Ça, c'est complètement compatible avec l'économie la plus standard, hein, avec le modèle de First Best, qui n'est peut-être pas pertinent par ailleurs dans cette occasion. Et malgré tout, l'Europe n'a jamais osé mettre ceci en application. Et, on l'a essayé avec les avions.
Ah oui, avec les avions, on a essayé, ça n'a pas marché. Donc, et j'avais même réussi sur cette histoire d'ajustement aux frontières à convaincre Nick Stern que c'était une bonne idée. Or, convaincre un Anglais du fait que des limitations au libre-échange sont une bonne idée, c'est quand même pas facile. Donc, je tiens à le faire remarquer. Il considérait que c'était une bonne idée comme menace, en tout cas. Hein. Vous pourrez le voir dans le livre qu'on a écrit ensemble. Maintenant, il y a une idée iconoclaste qui, moi, m'a toujours paru convenable, mais que je n'ai jamais osé exprimer parce que, en tant que Français, je pensais que j'allais me faire lyncher, hein, qui consiste à dire, pour maintenir l'intégrité du cercle vertueux et pour empêcher le passagers clandestins, le free riding, il faudrait mettre des taxes aux importations, indépendamment du contenu en carbone. C'est-à-dire introduire une idée qui n'est absolument pas introduite jusqu'ici, l'idée d'un aspect punitif. L'idée que l'on est dans un modèle conflictuel et qu'il faut accepter jusqu'à un certain point une certaine zone de conflit. Ça, c'est une rupture totale, puisqu'elle a été faite par un Américain devant le congrès de l'American Economic Association, qui lui a valu des mouvements divers absolument considérables. J'étais sidéré que notre ami Nordos ait fait cette proposition. Mais il y a une vraie direction de réflexion sur la suite. Alors, j'ajouterai juste pour terminer là-dessus, mais en changeant complètement de stade, comme d'autres directions de réflexion pour la suite, hein, il y a... le premier, il y a une proposition faite par Roger Guenry et Thomas Sterner qui consistait à dire on devrait se mettre d'accord, ça ne devrait pas être trop difficile de faire que tous les pays se mettent d'accord sur les émissions en 2050, hein, sur un objectif de réduction drastique en 2050. Comme c'est très loin, personne ne dira non, mais ça pourrait changer la donne de la négociation aujourd'hui. Cette idée n'a eu aucun succès, je tiens à le dire. Mais nous l'avons exprimé dans des endroits très visibles. D'autres idées vont dans le bon sens. Alors évidemment, mettre en commun les marchés de permis localisés, mais ça c'est un peu lié à mes clubs vertueux tout à l'heure, c'est un peu ce que tu disais. Faire une finance plus vertueuse. Il y a beaucoup de réflexions dans le milieu financier sur comment faire une finance très vertueuse. Alors, et on nous présente cette réflexion comme étant venant de la bienveillance des milieux financiers pour le reste du monde. Ce que j'accepte jusqu'à un certain point, mais ça vient surtout du fait que si on a une politique climatique plausible, enfin si les probabilités qu'il y ait une politique climatique sévère restent fortes, enfin reste pas négligeable, hein, eh bien, il est de l'intérêt des milieux financiers de mettre en place des mécanismes d'assurance. C'est une réponse simplement rationnelle des milieux financiers au risque d'une politique climatique. Donc il faut absolument faire perdurer le risque d'une politique climatique. Et à chaque fois qu'on est pessimiste, ne pas le dire surtout. Ça, c'est une deuxième remarque. Et puis la troisième remarque, il y a plein de directions. Le financement du fonds vert, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut faire des choses qui ressembleraient à une taxe carbone avec des égalités des contributions par tête, enfin des contributions liées aux émissions par tête. On peut faire des choses comme ça. On peut faire, j'ai signé un manifeste dans lequel on disait qu'il fallait mettre en œuvre, sinon un vrai prix du carbone, un prix fictif du carbone qui serait utilisé dans les calculs économiques dans tous les pays du monde. C'est un peu utopique, mais après tout, pourquoi pas, ça peut être une première idée. Voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut espérer rebondir, et l'histoire n'est pas terminée. Donc, est-ce qu'on prend des questions peut-être maintenant Oui, on a vu le temps, donc oui. On va prendre des questions du public, surtout sur cette troisième partie donc des négociations actuelles. Oui, il y a une question. Moi, c'est peut-être une question un peu générale qui va revenir sur l'ensemble. Tout ce que vous parlez, on va dire, c'est vraiment lié aux décisions des politiques. Et par exemple, quand on parle de taxes carbone, de subventions, de tout ce genre-là. Pouvez-vous parler plus fort dans le oui. S'il vous plaît, pardon. Et vous ne pensez pas qu'il faut faire un changement structurel de l'économie, tout d'abord? Et après, qu'est-ce que vous pensez d'associer une monnaie un peu type carbone qui permettrait de donner un certain avantage compétitif aux entreprises qui auraient cette responsabilité, on va dire, environnementale, et qui permettrait aussi, si on imagine des taxes, être assuré, si elles étaient payées dans cette monnaie, être assuré que
qu'en fait il y ait des investissements, en fait, que ça permette l'investissement, parce que c'est pas parce qu'on fait une taxe qu'il y aura des investissements. Il faut forcément engager, c'est pas tout de réduire les émissions, mais il faut forcément engager une transition et donc avoir des financements. Donc comment permettre ces financements? Je sais pas, par l'intermédiaire justement d'une sorte d'une autre monnaie qui jouerait en parallèle des monnaies actuelles, en fait. Voilà. Je suis pas sûr si j'ai bien compris votre question, mais je crois que le rôle du taxe, c'est en fait, dans l'économie, c'est un peu de faire ce que vous suggérez. Si nous avons deux entreprises, il y a une des entreprises qui fait des ménages pour réduire, pour dépolluer, donc ils ont des coûts supplémentaires. Et pour motiver ces coûts supplémentaires, c'est juste le rôle du taxe, parce que l'autre entreprise qui ne fait pas de dépollution, ils auront plus des émissions, ils seront obligés de payer plus de taxes. Donc le taxe a le rôle de pénaliser les entreprises qui ne font pas de dépollution, et donc de donner un avantage et de compenser les entreprises qui s'y le font, les entreprises qui sont un peu proactives. Autre question? Oui. Il y a une question là au troisième. Bonjour déjà. J'avais une question sur un aspect dont vous avez probablement pas trop eu le temps de parler, mais qui me semble un peu important. Dans les décisions climatiques, il y a, vous l'avez évoqué, tout un aspect qui est lié à l'incertitude sur tout un tas de choses, notamment incertitude physique. Dans quelle mesure la science économique comment traite-t-elle l'incertitude? Et en particulier, j'ai l'impression qu'elle se sert assez peu des outils que peut créer la théorie de la décision, par exemple. Et dans quelle mesure est-ce qu'elle peut l'utiliser plus? Est-ce que c'est fait récemment? Je ne suis pas au top de la littérature non plus. Voilà. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, parce que, en principe, les économistes que connaissent un peu, peut-être pas, ils ne sont pas des spécialistes de la théorie de la décision, mais ils le connaissent relativement. Nos outils ne sont pas totalement différents. Donc, ils pensent l'incertitude avec les outils standards. Alors, qu'il n'y ait pas eu beaucoup en politique climatique d'économie du comportement ou de behavioral economist, c'est possible, mais ce n'est pas non plus un domaine dans lequel cette logique s'impose en première approximation, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Je pensais par exemple à l'article de Weissman, celui que vous avez cité sur les queues épaisses et sur les types d'incertitudes. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions dans la littérature qui en a suivi, mais pas forcément, on n'utilise pas autre chose que l'espérance d'utilité, ou peut-être qu'on pouvait utiliser des critères comme celui de Gilboa, qui sont presque jamais utilisés, je crois. Mais bon, c'est un peu... Oui, ce à quoi conduisait le texte de Weissman, ça consistait à dire la probabilité que la température soit plus de 7 degrés n'est pas 0,01%, mais 3%. Ce qui était ce que l'on pouvait dire, ce qui était la conclusion qualitative qui était convaincante et qui faisait passer parfaitement le message qu'il voulait faire passer. Donc nous allons peut-être donner encore la chance à Thomas et à Roger de faire quelques mots de conclusion, parce qu'il faut qu'on arrête, malheureusement, vu le temps. Donc, comment pourrait-on rebondir sans pronostiquer le résultat de la COP21? Des mots pour après COP21, pour nous laisser un peu optimistes plutôt que pessimistes après cette conférence. Oui, c'est plus drôle d'être optimiste que pessimiste, mais en fait, mon impression c'est que après, j'ai parlé des taxes carbone et des autres instruments une trentaine d'années, et il y a eu très peu de progrès, un petit peu, mais... Donc, je suis un peu pessimiste qu'on arrive à des bons accords à Paris maintenant. Il me semble que ça va trop lent. Et que donc nous courons des risques assez sévères avec le changement climatique. Le plus optimiste, le fait que, à mon avis, nous donne, si nous voulons
trouver un point un peu de lumière, de quelque chose qui donne de l'optimisme. C'est à mon avis le progrès technique en général, mais surtout dans le domaine de l'énergie solaire. Et ça a été surprenamment vite, le progrès technique. Il y a eu des forts appuis dans quelques pays, notamment l'Allemagne, mais peut-être la Chine et encore quelques pays. Mais quand même, le progrès technique a été très, très rapide. Donc, ça donne un petit espoir, parce que je crois qu'il y a des effets additionnels, parce que si l'énergie renouvelable va mieux, ça affaiblit aussi le lobby charbon, et ça aide à constituer des nouveaux lobbies verts et pousser la politique dans une bonne direction. Il y aura toujours besoin d'un accord international et des prix sur la carbone et tout ça, mais juste, je crois que ça sera peut-être plus faisable politiquement quand on a affaibli le lobby des fossiles et quand on voit clairement qu'il y a des alternatives qui sont attractives. Roger, pour conclure. Oui, je crois qu'on ne peut pas conclure complètement, mais je suis un peu d'accord. On n'a pas parlé assez de l'innovation, des secteurs dans lesquels il peut y avoir de l'innovation. Et c'est vrai que quand on parle du prix du carbone, c'est pour susciter l'innovation. C'est une des raisons, pour diminuer la pollution, etc. Et donc je pense qu'il faut rester sur cette dose d'optimisme que tu viens de nous présenter. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Non. Donc, on va clore cette conférence. Je vous remercie au nom de l'École d'économie de Paris d'être venu. Je remercie Roger Ganeri et Thomas Sterner d'être là. Je regrette uniquement que le temps était trop court. On aurait voulu avoir plus d'échanges avec le public, mais on est contrainte là des réglementations de la maison. On remercie M. Fricka chaleureusement pour mettre cette salle à disposition pour que notre coopération continue dans le futur. Et merci beaucoup.